Bonjour Cyrielle Châtelain, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présidente du groupe écologiste et social de l'Assemblée nationale, évidemment, députée de l'Isère. On va commencer en attendant quelques collègues qui vont arriver en cours de rencontre en raison d'une actualité dense et intense à l'Assemblée nationale ce matin. Et toute cette journée, on va en parler d'ailleurs, à commencer par l'audition de Richard Ferrand, qui s'est terminé il y a quelques minutes en commission des lois. On parlera aussi évidemment de votre journée d'initiative parlementaire qui arrive demain, et puis de la motion de censure du Parti socialiste qui sera discutée en fin d'après-midi. Juste un mot avant de commencer pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise sur le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré sur le compte de l'AJP. Même si vous concernant, je crois que vous avez quitté, hein. En tout cas vous n'êtes plus, votre compte n'est plus actif sur X. Je vous conseille de faire pareil. Hein. Et pour commencer, on va commencer la rencontre avec une question de Chantal Didier justement concernant la candidature proposée par Emmanuel Macron de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Voilà, oui, bonjour. Je crois que vos commissaires ont voté contre. Tout à fait, je vous confirme. Vont voter, voilà, ils ont voté contre. Et pour quelle raison? C'est la personne elle-même qui est contestée? C'est le fait que ce soit un politique? Quels sont les critères de votre refus de l'entériner, quoi? Alors, il y a beaucoup de raisons de refuser cette candidature. La personne. On est dans un moment où le Conseil constitutionnel est à la fois important et va être fortement attaqué. Il y a encore quelques mois, on avait Laurent Wauquiez qui remettait en cause sur la loi immigration, le Conseil constitutionnel et sa décision. Donc on voit bien que les pressions vont être très fortes. Il faut donc quelqu'un d'extrêmement légitime, d'extrêmement solide. Nous considérons que Richard Ferrand n'est pas cette personne. Parce qu'il y aura toujours la suspicion de la République des copains, qu'il a été nommé là, parce qu'il doit beaucoup au président de la République, et donc on ne peut pas se permettre d'avoir ce type de doute en la personne du président du Conseil constitutionnel, parce que lui-même a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Certes, ça a été prescrit, donc on n'a pas eu de jugement. Mais quand on arrive dans cette période-là, on doit être incontestable et incontesté. Et aujourd'hui, ça ne nous semble absolument pas être le cas de Richard Ferrand. Et même, j'ai allé plus loin. J'ai vu que le Rassemblement national s'était abstenu. Donc encore une fois, ils font le jeu des macronistes et sont leurs alliés. Je ne sais pas si à la fin, il y aura les 3/5 contre. Ce qui est très clair, c'est que Richard Ferrand ne convainc personne, y compris, en dehors des macronistes purs et durs. Il devrait se retirer. Il devrait se retirer de lui-même pour protéger l'institution, parce qu'il n'aura jamais la légitimité pour, dans une période de tempête, être président du Conseil constitutionnel. C'est pas la première fois qu'un ancien président de l'Assemblée nationale serait nommé à la présidence du Conseil constitutionnel, qu'un président du Conseil constitutionnel serait un proche du président de la République en fonction. Est-ce que vous avez, au-delà de ce que vous avez dit, des préventions particulières vis-à-vis de Richard Ferrand, d'Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est plus largement le contexte politique, la période qui vous semble avoir changé et ne plus permettre, selon vous, ce type de nomination? On a un président de la République qui aujourd'hui est fortement décrié et en lequel il n'y a plus beaucoup de confiance, qui nomme un de ses très proches dont j'ai l'impression que la légitimité est fortement remise en question. Donc oui, clairement, ce n'est pas la bonne personne. Dans un contexte politique, où je l'ai dit, où les pressions sur le Conseil constitutionnel vont être extrêmement fortes et extrêmement nombreuses. Et au-delà de ça, vous l'avez dit, il y a eu des nominations politiques de manière récurrente, mais là, on est même dans un changement d'équilibre au sein du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles nominations de Richard Ferrand, de Laurence Vichnievsky, et j'avoue, j'ai oublié le nom du troisième, Philippe Bas, on a un Conseil constitutionnel qui va être très majoritairement constitué de politiques. C'est-à-dire que sur les 9 membres, il n'y aura plus que 2 membres qui ne seront plus politiques. Et là, c'est pareil, on casse un équilibre. Et en plus de politiques qui sont quand même globalement à peu près d'accord entre eux. Et donc, je pense qu'on est en train d'affaiblir la légitimité des décisions d'une instance dont on va avoir besoin et qui doit être incontestable.
Vous avez évoqué le nom de Laurence Vichnievsky, qui est elle proposée pour être membre du Conseil constitutionnel par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Laurence Vichnievsky, c'est une ancienne députée MoDem, mais c'est aussi et peut-être surtout une magistrate de profession. Est-ce que vis-à-vis de cette nomination, au-delà de la question d'équilibre dont vous parlez, elle sera auditionnée cet après-midi par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez un avis différent, malgré tout, la concernant que sur Richard Ferrand? Alors la première chose, c'est qu'au-delà de l'équilibre, cette question de l'équilibre, elle est majeure. Enfin, en fait, la question de l'équilibre entre politique et non politique dans la construction des décisions, dans l'acceptation de ces décisions, elle est quand même primordiale. Donc ça reste quand même un élément fondamental. Deuxièmement, oui, elle n'est plus politique. Enfin, en fait, elle a été sortie il y a 6 mois parce qu'elle a été battue. C'est pas quelqu'un qui est parti de la politique, a souhaité faire autre chose, du temps a passé, elle arrive au Conseil constitutionnel. C'est quelqu'un qui a été battu et qu'on recadre. Donc non, on votera également contre cette nomination. Vous pensez qu'en fait, un professeur de droit constitutionnel est plus légitime qu'un politique? Je pense qu'il y a une nécessité d'avoir un équilibre dans la décision entre des personnes qui sont politiques et des personnes qui amènent le droit et effectivement qui peuvent avoir une vision sur les choses qui est moins partisane. Et je pense qu'il faut du politique, je pense qu'il faut du non politique. Et après, dans les politiques, on a des personnes qui ont démontré dans leur carrière une capacité à dépasser les débats partisans, à s'élever. Oui, il arrive parfois que la fonction change les personnes. Non, moi, j'y crois pas. Je vous le dis très sincèrement. Quand des gens ont en fait prouvé par le passé que quand ils étaient présidents de la Mutuelle de Bretagne, ils servaient leurs intérêts, je suis désolée, j'arrive pas à croire que d'un coup, ils vont être transcendés par la fonction. À chaque fois qu'on pense ça, eh bien, à la fin, je suis désolée, mais les mauvaises habitudes reviennent très vite. Donc, penser que d'un coup, la personne va fondamentalement changer alors qu'elle aura plus de pouvoir, c'est pas vrai. Donc moi, je ne le crois pas et je pense qu'à l'inverse, il faut nommer des personnes qui ont une intégrité absolue pour que leurs décisions soient incontestées et incontestables. Ça pose la question de la responsabilité des autorités qui nomment, ou est-ce qu'il faut carrément changer les règles? Mais alors pour quelles règles? Est-ce qu'il y a un meilleur système possible? Alors oui, là, en fait, derrière la fragilité de Richard Ferrand, c'est la fragilité du président de la République qui est clairement posée. C'est-à-dire qu'en fait, de manière générale, il n'y a plus de confiance dans les choix du président de la République. Moi, je pense que globalement, il faut revoir le système de nomination et il faudrait à minima peut-être changer cette règle. Aujourd'hui, c'est 3/5 des votes exprimés contre, vous n'êtes pas nommé. On pourrait au moins avoir 3/5 des votes exprimés pour être nommé, c'est-à-dire s'assurer d'un soutien quand même large de la personne nommée par le président de la République. Ça pourrait faire partie des changements. Je ne suis pas sûre que ça changerait les choses en profondeur, mais dans les modifications rapides qui peuvent être faites, il peut y avoir ce type de choses. Et dans ces cas-là, Richard Ferrand ne serait pas nommé. C'est pour ça, je le redis, je serais lui, je me retirerais. Comment penser qu'il pourra mener à bien sa mission alors qu'en vrai, il n'aura pas un soutien large et qu'il sera contesté? Je pense que c'est une erreur, que ça affaiblit l'institution. On verra quel est le résultat tout à l'heure. Ça pourrait se jouer à quelques voix près, puisque le dépouillement aura lieu à l'issue de l'audition qui a lieu en ce moment à la commission des lois au Sénat. Autre sujet d'actualité aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est la motion de censure qui a été déposée par le Parti socialiste, alors sur la question des valeurs, puisqu'elle a été déclenchée dans l'esprit de vos collègues socialistes lorsque François Bayrou a utilisé l'expression de sentiment de submersion migratoire. Le texte est très offensif de cette motion de censure. Est-ce que vous considérez qu'elle est utile, sachant qu'a priori, sauf coup de théâtre, elle ne sera pas votée, puisque le Rassemblement national a décidé de ne pas la voter. Est-ce qu'elle est utile, au moins sur ce qu'elle va permettre comme débat, cette motion de censure, ou est-ce que vous considérez, comme la France insoumise, que le Parti socialiste essaye de se faire pardonner sa non-censure sur le budget? Ouais, elle n'a aucune utilité. On va se le dire très clairement, on a voté déjà 4 motions de censure cette dernière semaine. L'issue de cette motion de censure est connue. Et quand on vote une motion de censure, on ne vote pas seulement sur un texte, on vote bien sur un gouvernement. Et quand on a décidé de censurer le gouvernement il y a une semaine, il y avait déjà Bruno Retailleau. Le Premier ministre avait déjà utilisé le terme de submersion migratoire. Donc en vrai, ces sujets-là, ces questions-là étaient déjà partie prenante
de la question de la censure il y a une semaine. Donc c'est bien de faire des textes offensifs, je pense que c'est mieux d'être cohérent dans les votes. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'elle prétend faire, tenter de faire tomber le gouvernement, vous considérez que c'est une motion de censure finalement un peu interne au débat au sein du nouveau Front populaire ? Je pense même que c'est une motion de censure interne au débat du groupe socialiste. Non, mais on va se dire, de ce que j'ai compris, c'est un équilibre qui a été trouvé entre ceux qui souhaitaient voter la censure, ceux qui ne souhaitaient pas la voter, et qui qui leur a permis de trouver un équilibre interne. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des motivations de déposer de motion de censure. C'est un peu un détournement des institutions. Alors, je dirais pas jusqu'à détournement des institutions. On a vu, je sais pas, on a un Premier ministre qui là accélère le passage d'une loi sur les modalités de vote Paris-Lyon-Marseille pour des intérêts probablement partisans. Ça m'inquiète beaucoup plus qu'un débat qui va durer 2 heures à l'Assemblée, qui nous permettra à nous de réaffirmer nos positions très claires contre les propos du Premier ministre, contre les propos de Bruno Retailleau, contre les propos de Gérald Darmanin. Ça sera l'occasion du débat. Je ne pense pas que ça soit un détournement des institutions. Vous la voterez ? Oui, bien sûr. Non, mais nous, on est cohérents. On a voté la censure. On continue de voter la censure. Je pense qu'il faut être un peu cohérent et lisible dans la période. Vous voulez renverser le gouvernement ? Oui. Si c'est possible. Voilà. Frédéric Delpech pour LCI TF1. Hier, vous êtes allé en conférence des présidents pour réclamer une commission d'enquête sur l'affaire Betaram, enfin plus largement sur ce qui peut se passer dans les institutions privées. Il y a un débat en commission des affaires culturelles en ce moment pour toujours créer cette commission d'enquête. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur moyen de sortir de cette affaire Betaram, ou est-ce que, comme la France Insoumise, vous allez continuer de demander la démission du Premier ministre, et est-ce que les explications et l'extrême politisation des propos de François Bayrou hier, qui a mis en accusation des anciens ministres socialistes, est-ce que cette réponse du Premier ministre vous fait changer d'avis sur votre stratégie ? Alors, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on a déposé cette commission d'enquête ? C'est qu'on a 112 plaintes. On a des dizaines d'années dans lesquelles on a des enfants qui ont subi des violences physiques, des violences sexuelles, dont on s'aperçoit globalement qu'il y a eu des alertes de sonner à plusieurs reprises, que la justice a été impliquée et que rien n'a été fait. Là, la vérité. Rien n'a été fait et qu'on veut comprendre pourquoi. On veut comprendre pourquoi dans un sujet de justice par rapport à victime, et on veut comprendre pourquoi pour que ça ne se reproduise plus. On doit pouvoir démontrer que la prise en charge de la parole des victimes a changé et qu'on est capable de poser la question de ces institutions établies. Parce qu'en fait, quand on est à 112 victimes, qu'on nous dit que globalement, même le Premier ministre, qu'on discutait de l'ambiance, qu'il était connu sur tout un territoire, que c'était extrêmement dur. Comment on n'a rien pu faire pendant toutes ces années? Je pense que ça doit nous inquiéter en termes de société. Comment est-ce qu'on n'a rien pu faire parce que c'était un lycée d'élite? C'est pas possible. Donc il faut comprendre, il faut aller chercher, et nous on l'a posé sur Betaram, il faut aller comprendre les dysfonctionnements politiques, judiciaires, du système aussi de l'éducation nationale, qui fait qu'il n'y a pas eu de contrôle de ces établissements, ou qui fait que les alertes n'ont pas été suivies. Ça, c'est la première chose. Et pour nous, je pense qu'en termes de prise en compte de la parole, mais aussi d'apprendre de ces faits-là pour mettre en place des systèmes d'alerte plus performants, on doit le faire. La deuxième chose, on l'a dit, pour nous, on veut tout étudier. Donc on regardera, il faut regarder l'ensemble des dysfonctionnements. Après, je vois bien, c'est quand même une pratique classique en politique. Je suis mis en accusation, je vais le remettre sur l'autre. Je pense que c'est pas au niveau. Je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'une commission d'enquête, pour voir exactement année après année ce qui s'est passé. Et après, moi, surtout, ce que j'ai retenu des propos du Premier ministre, c'est qu'il nous disait « je n'étais pas au courant ». Après, il nous a dit, quelques jours après, « j'étais pas au courant à l'époque ». Et maintenant, il nous dit « le juge était mon voisin, on a sans doute », donc ça veut dire on a discuté de l'affaire, mais de l'ambiance. Donc ça veut dire que le Premier ministre a discuté avec le juge en charge de l'affaire, d'une affaire dont il n'avait pas connaissance. Enfin, c'est cousu le fil blanc. C'est cousu le fil blanc. On a quand même un vrai problème dans les propos du Premier ministre. Et là, on a quand même un sujet sur la question du mensonge au sein de l'hémicycle.
Il y a deux démarches, hein, me semble-t-il. Ce matin, la commission des affaires plurales et de l'éducation étudie une demande pour se doter des prérogatives d'une commission d'enquête sur les écoles privées de façon assez large. Et vous avez déposé une proposition de résolution pour créer une commission d'enquête sur Betaram. Et qui élargit après la question des internats et effectivement de la question des signalements au sein des internats. Et cette demande, la vôtre, sera étudiée début mars, a priori. En fait, c'est deux choses qui ne peuvent pas exister en parallèle. Et ça, c'est normal. Pour nous, et je pense que c'est tout à fait logique que la demande de la commission soit étudiée en premier. Pourquoi ? Parce que du moment où elle se met en place, elle peut se mettre en place beaucoup plus rapidement. La commission est déjà installée et qu'on a intérêt dans ce cadre-là à pouvoir aller vite. Et moi, je le redemande, il faudra. On ne peut pas faire une commission d'enquête sur ce sujet-là sans étudier également Betaram et sans que le Premier ministre soit entendu. Je pense que ça serait incompréhensible. Mais il faut qu'il y ait le débat. J'espère que ça sera voté. Si ce n'est pas voté, effectivement, la conférence des présidents s'exprimera sur la demande de commission d'enquête le 4 mars. François, j'avais raison politique. Le Premier ministre a été plus loin hier. Il a quand même mis en cause les ministres socialistes de l'époque en disant qu'ils étaient obligatoirement tenus informés et qu'ils n'ont rien fait. Alors, quelle est la réponse des ministres socialistes ? Est-ce que vous pensez qu'il doit se défendre et comment ? Et votre opinion là-dessus ? Alors moi, je le dis, c'est quand même une stratégie connue, c'est pas moi, c'est les autres, etc., le renvoi de la culpabilité. Moi, je pense que ça démontre la nécessité de regarder ce qu'il s'est passé et de regarder les dysfonctionnements. C'est pour ça que pour nous, dans notre commission d'enquête, on parle bien des dysfonctionnements au cours de ces années et des alertes et de pourquoi elles n'ont pas été traitées. La deuxième chose, c'est que j'ai vu notamment que Ségolène Royal avait réagi et démenti extrêmement fortement ses propos. Donc voilà, moi, j'étais pas là à l'époque. Enfin, j'avais très clairement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je pense que ça demande. Je pense qu'il faut sortir de c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est l'autre, mais clairement étudier les faits. Et après, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a quand même une seule personne aujourd'hui dans les personnes mises en accusation qui est Premier ministre et qui est en responsabilité, c'est François Bayrou. Et donc la question de ce qu'il a fait ou non, de est-ce qu'il a menti quand il est venu devant l'Assemblée il y a une semaine, ne se pose que pour une seule personne, c'est François Bayrou. S'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet, on évoquait la motion de censure il y a quelques minutes, qui clôt en quelque sorte la séquence budgétaire, disons, puisque depuis la semaine dernière, il y a un budget de l'État qui a été validé à quelques détails près par le Conseil constitutionnel et depuis cette semaine, un budget de la sécurité sociale. Quel bilan, quels enseignements vous tirez de cette période-là et peut-être déjà en perspective des discussions budgétaires qui auront lieu pour l'année prochaine ? Est-ce que vous diriez d'abord sur le fond que ces budgets sont moins mauvais que ceux qu'avait présenté Michel Barnier, comme le dit le Parti socialiste, qui explique avoir obtenu un certain nombre de concessions ? Est-ce que vous dites, comme la France insoumise, que c'est même pire que les budgets ou la loi de Michel Barnier ou la loi spéciale ? Ou est-ce que vous ne choisissez pas Alors, sur les questions environnementales, il est pire. Très clairement, on va se le dire, le budget Attal avait déjà supprimé des budgets en milieu d'année 2024, Barnier en supprimait de nouveau, et Bayrou on a rajouté une couche. Si je prends par exemple MaPrimeRénov', qui est l'aide aux propriétaires quand ils veulent rénover leur logement, normalement on devrait être à un peu plus de 4 milliards d'euros. Là, on a un budget qui est à 1,9 milliard. Voilà, pour vous donner une idée de la différence, le fonds vert devrait être à 2,5 milliards, il est à 1,5 milliard. Donc très clairement, on a un budget de l'écologie qui a été sacrifié. C'est un des exemples qui montre qu'en fait, Bayrou a fait des coupes supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a toujours le même budget depuis Gabriel Attal, sauf qu'en fait, à chaque passage, on enlève des dépenses, de nouvelles dépenses. Donc c'est un mauvais budget. Je suis même moins optimiste que vous sur le fait que ça clôture le débat budgétaire, puisque quand j'écoute François Bayrou qui dit qu'il va faire une revue des dépenses, je crains qu'il refasse comme Gabriel Attal qui gèle un certain nombre de financements publics. Donc je pense que l'année va être très dure.
Je pense que ça a un effet, que ça a potentiellement un effet récessif inquiétant, parce que quand on regarde les notes de l'OFCE, ce qui nous expliquait, c'est que notamment dans la création d'emplois, les investissements publics avaient un effet positif, puisqu'on allait financer un certain nombre de projets, de travaux, et que quand ces dépenses-là vont être coupées, eh bien, ça aura un impact sur l'emploi, augmentation du chômage qu'on commence déjà à avoir, et sur l'activité économique. Donc moi, je suis très inquiète du budget qui a été posé, et sans doute encore plus inquiète du budget 2026 qui va arriver. Chantal. Oui, est-ce que finalement, quand on voit ce qui se passe dès qu'il y a des difficultés, on supprime un peu les budgets dans l'écologie, est-ce que finalement l'écologie est un souci de riches? Non. Non, parce qu'en fait, c'est d'ailleurs les riches qui suppriment le budget de l'écologie. Parce qu'en fait, eux, ils ont les moyens de rénover leur logement, ils ont les moyens de s'acheter une voiture électrique, et puis ils se disent qu'au final, ils s'en sortiront, parce qu'ils ont de l'argent. Alors, c'est faux, je vais déjà leur dire, quand les températures augmentent, tout le monde trinque, mais je pense qu'ils ont déjà cette idée-là. Et deux, qu'effectivement, tout le monde aujourd'hui n'a pas les moyens de rénover son logement, n'a pas les moyens, même si on parle de la niche, d'acheter du bio, etc. Et donc c'est logique que l'État ait un rôle d'accompagnement dans la transition. Et donc à l'inverse, je pense que c'est parce que les budgets sont faits par des gens qui ont de l'argent qu'on a moins d'argent sur l'écologie. C'est vrai que là, vous êtes dans le soutien, dans l'impulsion. Est-ce que, en revanche, il faut interdire? Je pense qu'on va parfois vite pour les voitures thermiques. L'Assemblée hier a dit non, on reporte l'interdiction. Est-ce que, d'une certaine façon, quand il y avait plus d'argent et plus de facilité, plus de croissance, le législateur, en fait, est allé loin, est allé trop vite et a décidé des délais trop courts pour que la transition soit supportable par tout le monde? Non. En fait, si on prend l'exemple, moi je trouve des logements, qui est l'exemple que je connais le mieux, avec l'interdiction à la location des logements FG. En pleine crise du logement. Oui, alors on peut revenir sur les raisons de la crise du logement, c'est-à-dire qu'on a sabré le financement des bailleurs sociaux qui n'arrivent plus à investir, typiquement, qui est une des raisons. On a une politique du logement qui est atone, on ne fait plus rien. On a vraiment un gouvernement qui a lâché la politique du logement, qui ne veut pas réguler le Airbnb, qui ne veut pas augmenter la taxe sur la vacance, qui ne veut pas augmenter les taxes sur les maisons secondaires. En fait, il ne fait rien pour remettre des logements sur le marché. Mais passons même là-dessus, parce que je pense que la question de la crise du logement, ce n'est pas un problème d'étiquette. Mais on a pris ces interdictions, il y a quand même, c'était la loi, moi j'étais pas encore parlementaire, la loi climat, donc c'était il y a plusieurs années, avant 2022. Oui, effectivement, la logique c'est de dire on va avoir une interdiction des logements FG. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a, au-delà même de la question environnementale, qui est importante, c'est-à-dire que ça augmente notre consommation énergétique et nos émissions de gaz à effet de serre, on fait aussi vivre des gens dans des conditions qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire il fait très froid l'hiver, il fait très chaud l'été. Quand il fait très chaud l'été, d'ailleurs, ça met en danger, fait porter des dangers forts sur la santé. C'est pas acceptable. En fait, ça va devenir des logements qu'on considère comme impropres à la location. Donc si je décide ça, je sais le nombre de logements qu'il y a, qu'est-ce que je fais? J'organise le soutien de l'État pour qu'ils soient rénovés. Donc premièrement, par exemple, même si c'est là où il y en a le moins, je donne les moyens aux bailleurs de rénover les logements. Ça, c'est très simple. En fait, les bailleurs sociaux, ils ont les compétences, ils savent gérer des chantiers. Donc s'ils ont de l'argent, ils peuvent rénover très facilement les logements. Ce qui fait en fait que très vite, on a des rénovations qui démarrent. Et en plus, je donne avec une loi pluriannuelle des financements pour que la filière de BTP, elle s'organise, elle sait qu'elle a des travaux, elle forme, elle a des compétences et elle rénove. Mais on n'a rien fait de tout ça. On a fait du yo-yo, on a mis de l'argent, puis on a enlevé de l'argent, puis on a remis de l'argent, puis on a changé les critères. En fait, il ne suffit pas seulement de faire l'interdiction. Il faut aussi donner une visibilité aux acteurs économiques sur les moyens qui seront mis pour accompagner les propriétaires dans la rénovation. Et nous, ça fait, en tout cas depuis 2022 qu'on est là, on porte le projet de cette loi de programmation des finances publiques sur la rénovation thermique. Parce qu'en fait, c'est demandé et par les acteurs du logement, et par les acteurs environnementaux, et par le BTP. Parce que si vous formez des gens, vous avez besoin d'avoir une visibilité. Donc en fait, oui, l'interdiction était une bonne chose, mais par contre, l'État s'est désengagé de ce qui aurait dû être les moyens, et puis surtout la visibilité, la stabilité des politiques publiques sur le sujet.
Nicolas, micro arrive. Oui, les écologistes ont été des lanceurs d'alerte particulièrement prophétiques et lucides. Ce qu'ils ont annoncé se produit, notamment réchauffement et les catastrophes, etc. Mais le mystère pour moi et pour d'autres, c'est vos résultats, et c'est le backlash au niveau international, je le vois bien, au niveau national aussi, mais vos résultats électoraux sont particulièrement mauvais. Alors j'ai entendu Marine Tondelier nous expliquer que c'était la puissance des lobbies qui est à l'œuvre, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications quand même à cette contradiction entre le souci écologique qui est vraiment partagé de plus en plus, on le voit, et vos résultats qui restent infiniment petits? Oui, je pense qu'on a... Alors, oui, vous avez raison. Alors après, ceux qui ont amené les éléments que nous, on a portés politiquement, c'est les scientifiques, il faut toujours le redire. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a été prophète, c'est juste que les éléments scientifiques, depuis maintenant 20 ans, 30 ans, sont un consensus sur l'effet du réchauffement climatique, et même l'impact notamment des fossiles sur le climat sont connus depuis les années 60. Donc c'est juste qu'on s'est appuyé sur ces données scientifiques pour le porter d'un point de vue politique et dire qu'il fallait changer les choses. Il y a deux paradoxes. On a sans doute trop cru que quand les impacts du réchauffement climatique seraient là, il y aurait un effet évident que les gens voteraient écolo, sans peut-être en sous-estimant ce dont vous parliez, c'est-à-dire que ces impacts-là, ils allaient créer de l'incertitude, ils allaient créer de l'inquiétude. Et donc dans une période qui est déjà compliquée, si je prends l'exemple de l'agriculture, en fait, les agriculteurs, c'est les premiers touchés par l'impact du réchauffement climatique. C'est entre 10 et 30% des cultures qui sont impactées selon le Conseil pour le climat. Donc en fait, quand on perd des cultures, on est en insécurité financière. Donc il y a une incertitude à se projeter, on gagne moins, etc. Et donc c'est vrai que l'effet à ce moment-là, c'est plutôt d'être sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire plutôt que de dire il faut que je change, etc. On voit bien qu'il y a sur certains agriculteurs de se dire plutôt surtout il ne faut pas que ça bouge. Donc ça, je pense qu'on l'a sous-estimé, c'est-à-dire comment les impacts allaient créer des incertitudes et comment il faut qu'on arrive à rassurer que changer sera bénéfique. Et parce que le changement, ça va permettre, de s'adapter à ces impacts et de faire qu'ils ne deviennent pas plus violents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Il ne suffit pas d'avoir raison pour convaincre. Donc on a raison et maintenant, il faut qu'on arrive à montrer qu'on a des solutions pour que les personnes qui sont impactées par ce réchauffement climatique vivent mieux. Ça, je pense que c'est une chose qui est importante. Puisque vous évoquez, avant de passer le micro à François, mais puisque vous évoquez l'agriculture, la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier soir sur le projet de loi d'orientation agricole a été conclusive. C'est terminé vers 1h du matin, donc vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir précisément ce qui était prévu par le texte de compromis. Néanmoins, on connaît un petit peu les équilibres généraux, disons, du texte qui va être soumis rapidement cette fin de journée à l'Assemblée et rapidement également au Sénat pour adoption définitive. Par rapport à l'ambition initiale, aux attentes des agriculteurs, cet équilibre général du projet de loi, qu'est-ce que vous en pensez? On déduit de ce que vous avez dit juste avant qui ne vous convient pas. Mais... C'était un texte déjà qui n'avait pas d'ambition, on va se le dire. C'est-à-dire que c'est un texte d'orientation agricole qui n'abordait pas le foncier, qui est une question primordiale pour les agriculteurs. Une grande partie des agriculteurs ne sont pas propriétaires de longs fonciers. Donc la question du foncier agricole est primordiale. Et la deuxième chose, on n'abordait pas la question des revenus, qui est quand même une des raisons de la mobilisation des agriculteurs. Donc déjà, les sujets importants, ils n'étaient pas là. Donc on était un texte qui n'avait pas d'ambition. Et on est passé d'un texte sans ambition à un texte de régression environnementale majeure. Je n'ai pas encore effectivement la liste de tout ce qui a été intégré en CMP. A priori, on revient sur des choses sur le ZAN. Enfin voilà, on a plusieurs mesures de régression environnementale qui d'ailleurs, par exemple, le ZAN protège les terres agricoles, soit dit en passant. Donc j'ai un peu du mal à comprendre les promesses qui ont été faites en CMP pour revenir sur le ZAN. Mais non, on a un texte qui est plutôt tiré par le Sénat et le sénateur Duplon qui veut réintroduire les nicotinoïdes, etc. Donc on a un texte qui passe de pas d'ambition à extrêmement néfaste. Donc on votera contre de manière résolue. L'un des thèmes principaux des écologistes, c'est quand même la sortie du nucléaire. Est-ce que vous pensez que, comme en Allemagne, où maintenant il y a une légère majorité pour dire que la sortie de Angela Merkel du nucléaire était une erreur, est-ce que vous pensez que l'opinion française
est aussi en train de changer compte tenu de ce qu'on a vu avec l'électricité plus chère et puis maintenant la menace sur l'Ukraine et autres. Alors le combat majeur de l'écologie sur la question énergétique, c'est 1, la sobriété, 2, en fait, en vrai, on consomme trop d'énergie. Ça, c'est une réalité. Et on va être face à un mur, d'ailleurs, énergétique, avec ou sans nucléaire, aujourd'hui, dans 10 ans. Si on fait l'électrification des véhicules, si on ne part pas toute notre capacité industrielle, voire même si on réindustrialise un peu, bon, là, c'est mal barré, mais restons positifs, on ne sait pas comment répondre aux besoins énergétiques. Et on a des besoins de sobriété d'un point de vue climatique. La deuxième chose, c'est qu'à partir de là, nous, on considère effectivement qu'on a un enjeu de souveraineté et que la seule énergie qui ne dépend pas d'approvisionnement extérieur, c'est les énergies renouvelables. Donc on est favorable aux énergies renouvelables, c'est ce qu'on défend. Et après, il y a un débat sur le nucléaire au sein de la société et au sein des écologistes. Pour nous, aujourd'hui, la relance du nucléaire, c'est potentiellement de l'énergie effectivement bas carbone, mais dans 30 ans. Parce qu'en fait, le temps qu'on lance la centrale, qu'on fasse les travaux, et qu'elle soit active, il faut 20-25 ans. Et en fait, les enjeux climatiques, c'est 2030. C'est-à-dire que la réduction de 5% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est demain, c'est dans 5 ans. Et donc, en fait, oui, la question de la relance du nucléaire pour répondre à la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ça ne marche pas, ça arrive trop tard. Demain aura lieu votre journée d'initiative parlementaire dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? Il y a 7 textes, 7 propositions de loi que vous présentez à l'ordre du jour. On verra si elles ont le temps d'être toutes examinées ou pas. Il y a une certitude, c'est que celle sur les polluants éternels devrait être, les fameux PFAS, devrait être définitivement adoptée. Qu'est-ce que vous visez au cours de cette niche ? Sur le fond, qu'est-ce que vous voulez montrer, défendre, et est-ce que vous espérez qu'au-delà des PFAS, d'autres textes puissent être adoptés ? Alors, sur le fond, dans une période qui est quand même, en tout cas je pense qu'on est de gauche et écologiste, mais plus globalement assez déprimante, on veut pouvoir démontrer qu'on est en capacité quand même d'obtenir des victoires et des victoires de progrès. Des victoires qui protègent, et notamment sur la question des PFAS, c'est ça. Si on a un scandale sanitaire d'une ampleur quasiment inégalée, du niveau de l'amiante, voire même pire, et donc ce texte-là, c'est dire, voilà, on arrive à interdire les PFAS dans des produits de consommation courante, notamment le maquillage. Il faut qu'on arrête d'avoir ces polluants qui ont un impact sur la santé, qui restent après dans l'eau, dans les sols, pendant de manière en tout cas éternelle, mais sur des durées extrêmement longues. Donc oui, ça c'est une victoire extrêmement importante, non seulement parce que c'est un effet immédiat, parce que c'est un travail depuis 2 ans de Nicolas Thierry et de tout le groupe écologiste et social pour y arriver. Donc c'est démontrer qu'on arrive dans cette période de régression sur les sujets environnementaux dont on a parlé, c'est démontrer que c'est possible, qu'on peut encore obtenir des avancées. C'est la même chose sur la taxe Zuckman qui sera étudiée juste après. On a eu des gros débats sur la question budgétaire. On a dit à quel point aujourd'hui ce gouvernement était toujours dans la coupe de budget. Nous on dit on peut aussi aller chercher de l'argent avec quelque chose qui est assez juste en vrai, puisque c'est l'idée de cet impôt plancher. C'est de dire que chacun doit contribuer à la hauteur de ses moyens, mais que les très grandes fortunes, ils ont les moyens de payer des avocats, pour faire de l'optimisation tout à fait légale, mais qui fait qu'ils ne payent pas ce qu'ils devraient payer. Et bien là, en fait, c'est garantir qu'ils payent au moins 2% de leur patrimoine. Et donc, c'est juste, en fait. C'est juste garantir qu'ils payent ce qu'ils doivent en proportion de leurs moyens. Donc, c'est une mesure de bon sens. C'est le deuxième texte qui sera étudié et qu'on espère effectivement qu'il pourra passer. Et puis après, on a beaucoup parlé alimentation. On a la sécurité sociale alimentaire qui est portée par Charles Fournier, qui est de dire on veut aussi aller sur de nouveaux droits. Et la question de bien manger, ça doit être un de ces nouveaux droits qu'on ouvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien manger, c'est
trop souvent un luxe de riches et que ça, c'est pas possible. Ça a des impacts en termes environnementaux parce que la production locale et bio a quand même moins d'impact environnemental, mais ça a surtout des impacts de santé extrêmement forts. Donc voilà, c'est nos 3 premiers textes et puis après on va voir si dans les 11h30 on arrive à aller plus loin. Texte sur la protection des captages d'eau, sur le droit au travail des demandeurs d'asile. Camille Malplat de l'AFP, je voulais juste revenir sur le premier texte, donc sur les PFAS, les polluants éternels. C'est un texte de consensus. Il y a eu des compromis qui ont dû être trouvés, c'est ça, au Sénat. Qu'est-ce qui explique que vous espérez que ce texte soit voté? Qu'est-ce qui explique cela? Et peut-être aussi, on en est où au niveau de la législation européenne sur ces questions? Est-ce que vous allez aller au-delà? Voilà. Alors sur ce texte, de toute façon on ira au-delà de ce texte, à la fois pour s'assurer qu'il soit mis en œuvre, 2, bien sûr que ces mesures sur les PFAS doivent être adoptées globalement au niveau européen. Mais oui, c'est un sujet, ça fait 2 ans qu'on le porte, c'est Nicolas Thierry qui a fait cette proposition de loi. Ça a été un tour de France, on s'est fait tester nous, pour voir la présence de PFAS. Ça a été un tour de France où dans nos circonscriptions, on a fait tester à chaque fois une vingtaine de personnes pour prendre conscience en fait que ces polluants étaient partout et qu'on était contaminés. Donc il y avait déjà cet enjeu de prise de conscience. Ça a été une dynamique collective. Nous, on a fait notre travail à l'Assemblée. Il y a eu une grosse mobilisation de la société civile et des acteurs environnementaux. Et il y a eu aussi un rôle des journalistes. C'est-à-dire que pendant ces 2 ans, on a vu des enquêtes sur le scandale sanitaire, sur la pollution des eaux aux polluants éternels. Et c'est devenu un sujet auquel plus personne ne pouvait échapper. Et donc, quand le texte arrive à l'Assemblée, c'est difficile d'être contre quand on sait les impacts et quand on sait qu'en fait, qu'on sait que tout le monde est en fait contaminé. On a perdu certaines batailles, celui sur les ustensiles de cuisine, voilà. On l'a défendu. On a perdu, c'est aussi le jeu du débat parlementaire. On continuera le combat sur ce sujet-là. Mais là, l'important, c'était effectivement d'acter cette première interdiction qui est quand même assez large. Je l'ai dit sur le maquillage, sur les tissus, sur... pour les montagnards, les phares de ski, parce qu'en plus, là, c'est au contact direct de la neige, donc de l'eau. Et donc, c'était important. Et donc, c'est allé au Sénat. On a une écriture qui, effectivement... est l'objet de ce cheminement entre l'Assemblée et le Sénat. Et donc là, ce qu'on propose demain, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un large consensus, c'est juste de voter exactement avec les mêmes mots la proposition de loi du Sénat. Et en fait, en vrai, les seuls qui s'y opposent, c'est le Rassemblement national. Donc Camille Etienne, d'ailleurs, les a vus en train de déjeuner avec les lobbies des PFAS. Voilà, c'est pas étonnant. On sait qu'ils sont dans la régression environnementale et qu'ils sont très poreux au lobby financier. Donc voilà, on n'est pas étonné. C'est intéressant parce qu'on voit que vous êtes sur les niches parlementaires d'opposition. Il y a parfois une logique de compromis un peu constructive, parfois une logique d'affrontement avec le gouvernement sur cette proposition de loi. En tout cas, vous avez choisi le compromis pour faire avancer le sujet. Il y a une autre proposition de loi qui, elle, ne sera pas examinée dans le cadre de cette niche, mais que vous avez déposée, vous, ainsi qu'un certain nombre de vos collègues, concernant l'entreprise Vancorex, pour laquelle vous proposez une nationalisation temporaire, alors qui peut être un peu contre-intuitive, en tout cas qui montre un discours peut-être un peu complexe aujourd'hui des écologistes, parce que Vancorex, c'est de la filière chimique. Et donc on peut se dire que ça concerne votre circonscription notamment. On peut se dire que c'est un peu contre-intuitif. Qu'est-ce qui fait que vous défendez aujourd'hui cette entreprise pour des raisons économiques sans doute, mais qui est aussi une industrie qu'on considère comme plutôt polluante? Parce que quand on dit produire local, il faut produire de tout. Et que je pense que le chlore, il vaut mieux le produire dans une entreprise qui est déjà installée en France plutôt que le faire venir en camion d'Italie et de faire venir le sel de Pologne. En fait, si demain on n'en avait plus besoin, la question se poserait différemment. Mais aujourd'hui, Vancorex, Arkema, en termes de production installée, c'est 14% de la production de chlore française. Donc aujourd'hui, on exporte du chlore. Demain, on en importera. Donc en fait, on utilisera le même nombre de chlore, on aura toujours des terrains pollués en Isère, mais par contre, on fera venir du chlore liquide en camion. Donc environnementalement, cela n'a pas de sens.
Et donc je préfère des productions qui sont faites avec des niveaux d'ambition environnementale fortes. Ça n'empêchera pas d'ailleurs d'être exigeant sur les questions de limitation de la pollution, mais il vaut mieux les faire ici que d'avoir exactement la même pollution ailleurs, et en plus d'avoir un bilan carbone désastreux. Cette proposition de loi, donc on le disait, elle ne pourra pas être débattue dans le cadre de votre niche et la prochaine n'aura lieu que l'an prochain. Est-ce que vous espérez, est-ce que c'est une proposition de loi d'alerte, d'appel en quelque sorte, ou est-ce que vous espérez qu'elle puisse peut-être être inscrite lors d'une prochaine semaine de l'Assemblée nationale Ah bah oui, on cherche les 10 signatures qui nous manquent pour être en transpartisan. Pourquoi est-ce que... Parce que Vancorex, c'est effectivement en Isère, mais c'est un sujet national. Quand on parle de 14% de la production installée de chlore en France, en fait, on parle de la filière chimique française. Et ça, c'est un sujet qui, je pense, doit rassembler bien au-delà. À gauche, ça a été largement signé. On cherche maintenant des signataires LR ou des groupes de soutien au président pour signer ce texte, pour pouvoir le mettre en transpartisan, parce que la réindustrialisation, ça passe déjà par ne pas désindustrialiser. C'est-à-dire qu'il nous reste 18 plateformes chimiques en France. Si Vancorex se ferme, la plateforme de Pont-de-Claix, elle n'existe plus, on passe à 17. Ça fragilise celle de Jarry qui est à côté, et donc il y a un risque qu'on passe assez vite à 16. Et donc on voit bien la logique de domino. Et si on fragilise Arkema à Grenoble, on va fragiliser Arkema à Lyon. Et puis après, on va fragiliser Arkema à Marseille. Il y a un effet domino de désindustrialisation qui serait catastrophique. Et aujourd'hui, ce que nous, on pose sur la nationalisation temporaire, c'est la sauvegarde de la filière sel-chlore, c'est-à-dire qu'on a une mine de sel dans la Drôme, qui arrive, on a un pipeline, un somoduc qui va jusqu'en Isère, où là on fait du chlore à partir de celle-là, donc c'est du 100% français. Ça nous permet de faire des carburants pour les missiles, des carburants pour la fusée Ariane, ça permet de faire du Jarilec qui permet de refroidir les installations RTE. Aujourd'hui, ça c'est du 100% français. Si demain Arkema et Vancorex ferment, on sera dépendant de l'extérieur. Donc il y a un enjeu, j'ai entendu le président de la République dire autonomie stratégique, voilà, ça c'est de l'autonomie. C'est du 100% français. Et je veux juste finir là-dessus. Pourquoi nationalisation temporaire? Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec un autre acteur économique qui est prêt, pendant le temps de la nationalisation, 3-4 ans à faire fonctionner la plateforme et d'avoir une option de rachat. Donc, c'est-à-dire qu'on serait là le temps de consolider cette filière de chlore dont on a besoin. Et après, on aurait cet acteur économique, le temps de retravailler les débouchés, qui pourrait reprendre cette entreprise. Donc on est vraiment sur la question d'avoir un État qui agit maintenant, plutôt de laisser la filière partir, et après de se dire, un, qu'on a perdu en autonomie, deux, qu'on a perdu en capacité de production, que notre balance commerciale n'est pas bonne, et qu'en plus, il y a 120 hectares de terres polluées dont il faudra faire quelque chose. Oui, juste, excusez-moi, j'avoue ma méconnaissance, mais pourquoi cette entreprise est en difficulté ? Alors, il y a deux sujets. L'entreprise Vancorex, elle est en difficulté parce qu'effectivement, les Chinois ont augmenté leur production de chlore et d'isocyanate, c'est l'autre produit qu'ils vendent, pendant le Covid. Et donc, les prix du marché sont effondrés. Donc, effectivement, on a aujourd'hui une entreprise qui, sur le marché international, on a des prix qui sont effondrés. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de 3-4 ans pour reconsolider le plan et retrouver de nouveaux acheteurs. Mais je pense que laisser partir maintenant cette capacité de production de chlore, c'est vraiment une vision à court terme. On sait très bien qu'en plus, une fois qu'une plateforme chimique elle ferme, elle ne rouvre pas. Donc il y a la première chose, il y a Vancorex, il y a un sujet au niveau international. Mais juste à côté, il y a Arkema. Et Arkema, pour le coup, qui est vraiment dans ma circonscription, eux, ils vont bien. Ils vont bien. Par contre, comme ça ferme à Vancorex, ils en profitent pour licencier la moitié des personnes et fermer des ateliers. Et là, on n'est plus sur le même sujet. On est sur une entreprise qui est viable économiquement, qui dit juste, comme j'aurai plus le sel qui vient de Vancorex, j'arrête. Et ça, c'est pas possible. Et en fait, il faut que l'État soit beaucoup plus ferme avec Arkema, parce que quand on fait des produits qui mettent en jeu la question de la souveraineté nationale comme des produits de défense, en fait, on ne devrait pas pouvoir fermer comme ça. Et le fait de consolider Vancorex, ça arrête l'effet domino. Du moment où Vancorex est consolidé, il n'y a plus de raison qu'Arkema ferme, il n'y a plus de raison, parce qu'on sait qu'il y aura un effet en chaîne pour les autres entreprises chimiques. François. La réforme sur la loi municipale PLM va être soumise là au printemps. Est-ce que c'est une proposition qui est défavorable aux écologistes, notamment par exemple à Lyon? Et est-ce que la présidentialisation de cette loi remettrait en selle Jadot
pour Paris. Je ne suis pas allée jusque-là dans la réflexion, j'avoue. À ce stade, on est surtout très étonnés de la manière dont ça se passe. C'est-à-dire que c'est un texte qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sans concertation avec les élus qui soient dans l'opposition ou dans la majorité des communes. On change, alors que les municipales sont là dans quelques mois, en vrai, le mode de scrutin. Je pense quand même que ce n'est pas une bonne habitude de changer des modes de scrutin si proches des élections. Et puis il passe en catimini. Enfin, je veux dire, on la voit arriver comme ça va arriver un vendredi 19 mars. On n'a pas d'études, on n'a pas vraiment de débat. Donc quand même, sur la méthode, on est très très perplexe. Plus largement, puisque c'est dans le cadre du calendrier parlementaire présenté par le gouvernement, pour ce qui concerne en tout cas la partie de l'ordre du jour qui lui est réservée. Il y a donc cette loi PLM évoquée par François, il y a la lutte contre le narcotrafic, il y a 2 textes sur la fin de vie, comme l'avait annoncé François Bayrou, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide active à mourir. Il y a la loi programme pour Mayotte. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme gouvernemental jusqu'au mois de juin? Il y a une vingtaine de textes et des priorités qui sont mises en avant. Non, sur fin de vie, c'est une erreur. Sur fin de vie, on aurait dû... C'était un débat... en fait, en 2 ans, on n'a pas connu de débat avec cette qualité d'écoute autre que sur fin de vie. On avait un travail qui était le fruit d'un travail transpartisan de plusieurs mois. On avait un texte qui était en train d'être abouti. En fait, arrêter ce travail, le diviser en 2, pour en fait espérer que l'accompagnement à la fin de vie passe pas. Enfin, faut se le dire très concrètement. C'est une manière de tuer le texte. Et ça, je trouve que c'est assez terrible. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Je pense que c'est un texte qui est attendu. Je pense que dans les débats parlementaires, il y aurait eu encore des évolutions dans ce texte-là. Parce que justement, vraiment, moi, j'ai rarement entendu un débat aussi apaisé, avec des vraies écoutes et des gens qui changeaient dans leur réflexion sur ce texte-là. Et donc, je trouve dommage de mettre à la poubelle ce travail-là et d'aller sur finalement quelque chose qui fait que ça va vraiment mettre en risque la question de l'accompagnement au choix de sa fin de vie. Et en plus, sur la question des soins palliatifs, nous, on est très en phase. Je pense que les soins palliatifs, c'est extrêmement important. On avait défendu dans le cadre du texte sur la fin de vie un droit opposable aux soins palliatifs. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Mais en vrai, mais ça va avec des moyens. Donc les vrais débats, c'est la question du PLFSS. Donc voilà. Moi, je pense que c'est une erreur. Après, on fera les débats, on va pousser pour qu'il y ait un vote, que ça soit des débats concomitants, qu'il y ait un vote au même moment. Mais en fait, bref, je trouve ça déplorable qu'avec une méthode parlementaire, on mette en risque quelque chose qui aurait été une vraie avancée et qui est extrêmement attendu. Pour le reste, on a... Mayotte, ça avait été promis, c'est indispensable parce que le texte d'urgence qui n'était plus interdit d'urgence, il n'y avait pas grand-chose dedans. Après, il n'y a quand même pas grand-chose dans cet ordre du jour. Enfin, c'est par rapport aux enjeux qu'il y a en ce moment, bien évidemment environnementaux et climatiques, mais sur les questions économiques, sur les questions... Enfin, à ce stade, voilà, je ne trouve pas forcément... un peu pauvre. Ce que vous y voyez, c'est quoi? C'est un risque de paralysie du pays compte tenu de la situation actuelle. C'est un manque de volonté du gouvernement. C'est dont d'ailleurs la durée de vie va peut-être se reposer au printemps autour de la question des retraites. Moi, je vois un gouvernement qui ne sait pas trop où il va. Je ne sais pas trop où il va. Il fait une petite loi. Voilà, il chope la loi PLM. Voilà, je pense qu'il navigue à vue, en fait, on voit qu'on est à la fin du macronisme. Plus d'élan, plus de souffle, plus de vision. Si ce n'est, en fait, une seule et même vision, protéger les plus riches et ne pas embêter les marchés financiers. Voilà, mais tout le reste, je vois rien. Ça veut dire que vous faites partie de ceux qui, ce sera la dernière question sans doute, qui plaident pour une nouvelle dissolution pour rebattre les cartes, ou est-ce qu'on reste comme ça jusqu'en 2027 ? La dissolution, c'est pas à moi de le décider. La question, en fait, c'est... Enfin, en vrai, c'est tant parce qu'on pourrait avoir, même dans ce cadre-là, complètement autre chose. C'est-à-dire qu'on a une force qui est arrivée en tête qui s'appelait le Nouveau Front Populaire, qui n'a même pas été nommée, qui n'a même pas pu tester, voir si elle passait une motion de censure. En fait, aujourd'hui, il y aurait pu avoir un autre choix que la reconduite continuelle des plus proches d'Emmanuel Macron.
Et en fait, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui empêche ce changement-là. Je ne suis pas certaine qu'une nouvelle dissolution changerait profondément les choses. Voilà, on verra. Non, mais après, c'est pas, voilà, ça ne me revient pas. C'est un choix qui revient au président de la République, qu'il a fait, je pense, de manière un peu inconsidérée, en faisant le pari qu'il allait remporter la mise, en prenant le risque d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Et là, ce qui se passe là, moi, je le trouve extrêmement inquiétant parce qu'on a un gouvernement qui, à la fois, est dans la rigueur budgétaire et dans l'autre, et parce qu'il y a ce qu'il y a au programme, là, puis après, il y a tout le reste. Les coups de boutoir de Bruno Retailleau, de Gérald Darmanin. Moi, je pense qu'il n'y a pas tous les textes, les propositions de là qui vont arriver du Sénat avec des propositions qui sont plus outrancières les unes que les autres. Donc, on a d'un côté la rigueur budgétaire et de l'autre la légitimation des textes de l'extrême droite. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Et donc, je ne sais pas comment ça finira. Je pense que s'il n'y a pas à un moment un changement politique, oui, ça va. Enfin. Alors, il faut qu'Emmanuel Macron s'en aille. Bah, de toute façon, à un moment, il faudra qu'il parte. Oui, ça, je. Plus vite qu'en 2027. Ça, encore une fois, de toute façon, soit il fait vraiment une faute colossale et il y a la procédure de destitution, mais sinon, de toute façon, on va dire que les institutions sont faites et il est en tout cas jusqu'en 2027 maître de son destin et malheureusement d'une autre aussi. Ça, c'est plus problématique. Non, par contre, ce que pourrait faire Emmanuel Macron si ce gouvernement vient à tomber, c'est enfin de se dire qu'il ne peut pas continuer à conserver tous les pouvoirs alors que les Français ne le veulent pas. Ça, c'est son devoir en tant que président de la République et c'est la manière dont on pourra avoir un changement politique. Bon, et en attendant 2027, merci Cyrielle Châtelain pour cette heure passée en notre compagnie. On devrait avoir le résultat des auditions de Richard Ferrand, validé ou pas à la tête du Conseil constitutionnel d'ici une petite heure. Merci encore. Merci. Au Bonne revoir. journée.